retrouvons là maintenant Miguel Benassayag et Frédéric Lordon, qu'on est ravis d'accueillir. Miguel pour la première fois ici et Frédéric pour la deuxième fois, puisqu'il était déjà venu l'année dernière, porter la contradiction de manière très amicale. Ce débat, donc, on l'a intitulé de la servitude à l'émancipation, notamment autour de la réflexion qu'on a pu avoir autour de deux livres. Enfin, deux livres parmi tant d'autres que les deux auteurs ont écrits. Le premier qui était la préface écrite par Miguel d'une édition du livre de la servitude volontaire de la Boétie. Je crois que c'était au Passager clandestin. Et Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude, qui sont, on va dire, deux livres qui posent de grandes questions sur la situation aujourd'hui, les questions de liberté, de servitude, d'émancipation, toutes ces choses-là qui, pour nous, organisations syndicales, militantes et qui prônent l'émancipation, sont des choses fondamentales et qui peuvent poser question quand on voit, entre guillemets, la morosité sociale ambiante, ce que je crois Miguel appelle les lumières noires, une période obscure, militer dans une période obscure. Donc je vais passer d'abord la parole à Miguel, ensuite Frédéric interviendra, et après on pourra faire des questions-réponses avec la salle. Voilà, merci. Bien, bonjour. Je vais essayer de faire aussi bien que Frédéric, comme ça on m'invite l'année prochaine aussi. Alors, au fait, la question de la soumission volontaire est une question que pour tous ceux et celles qui, dans leur vie, sont inquiets par la question de l'engagement, de l'émancipation. Ils me font des signes que ils me disent de mettre le micro derrière la tête. Non, tu parles plus fort. Et donc, je fais la blague du début encore. En fait, pour nous tous, la question de la soumission volontaire, on peut la prendre comme une sorte de gifle à notre narcissisme humain. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est beaucoup plus agréable de penser que nous, en tant qu'humains, on a tous un désir très fort de liberté, d'émancipation, de solidarité, de création, et qu'il est écrasé. Mais que si on arrive à desserrer les taux, faire éclater les chaînes, la liberté est là. Alors c'est vrai que la Boétie, en pleine période de développement de l'humanisme, des Lumières, etc., il va à mettre un sacré bémol à ça, parce qu'il dit il y a un mécanisme par lequel les hommes se conduisent en quelque chose que, voilà, est de l'ordre d'une soumission volontaire. Alors il donne ses raisons. Je pense que voilà, les mérites fondamentaux du traité et l'hypothèse. Après les raisons, il avait 15 ans, c'est très daté par rapport à l'époque, n'est-ce pas? Mais l'hypothèse, elle est terrible, parce qu'effectivement, si les hommes et les femmes sont complices, quelque part, associés, disons, de ceux qui les oppriment, il y a un vrai problème, parce que pendant très longtemps, l'hypothèse centrale de l'émancipation était il faut être au courant de qu'on est opprimé, il faut trouver les moyens et il faut se libérer. Mais si tout à coup, c'était pas comme ça, si tout à coup, effectivement, les opprimés participent nécessairement de la reproduction de l'oppression et que ceci n'est pas dû à l'ignorance, n'est-ce pas, ni à une perversion quelconque, parce qu'effectivement, la réponse optimiste, ça serait de dire ils participent à l'oppression par ignorance, donc il faut les éduquer, n'est-ce pas? Bon, si on n'adhère pas non plus à cette réponse optimiste un peu linéaire, il reste la question de mais qu'est-ce qui se passe entre la question de la résistance, l'émancipation, l'oppression, comment on peut comprendre ces machins-là un peu compliqués. Moi, personnellement, effectivement, j'ai vécu une expérience très particulière là-dessus, qui était celle de voir comment, en pleine dictature militaire, les gens, au risque de leur vie, la torture, etc.,
s'engager, et comment dans une démocratie dans laquelle, bon voilà, tout est soft, tranquille, on ne vous tue pas, etc., mais qu'il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, des problèmes écologiques, démographiques, d'exploitation, etc., eh bien, quand on ne risque pas la vie, bah, les gens ne s'engagent pas. Alors, vous voyez, c'est très compliqué cette histoire de l'élan d'émancipation, l'élan de révolte, à quoi il est dû, comment il s'articule, n'est-ce pas? Alors, effectivement, je pense quand même qu'un piège, je vais essayer pour après discuter avec Frédéric, avec vous, de donner quelques hypothèses, plutôt que de développer, non, comme une conférence, de donner quelques hypothèses, quelques points qui me semblent que d'un point de vue boîte à outils, non, pourraient être intéressants. Vous voyez, c'est pas des théories, c'est des éléments pour la boîte à outils pour faire des trucs qui, en principe, doivent nous intéresser ensemble. Effectivement, je pense que le premier piège dans lequel nous tombons quand nous pensons à comment déjouer la soumission volontaire, c'est de croire que les individus, en tant que personnes, ils sont pris dans un étau, non? Et ne pas voir que l'individu, en tant que personne, autant que nous sommes, est une construction historique, conflictuelle, très longue, anthropologique, politique, économique, et que ce n'est pas vrai qu'il y a un individu étanche écrasé par l'oppression. C'est-à-dire qu'il est très important de comprendre que de façon différente et à des niveaux différents, nous sommes tissés par une époque, par un système, n'est-ce pas, et que la vision dans laquelle le système est quelque chose qui est en face de moi est une vision un peu narcissique parce que ça fait plaisir, mais très inopérante, très piégée. Hein. Je pense qu'il n'y a pas moi et le système, il y a des mécanismes, des processus qui tissent l'époque, les systèmes, les modes de production et d'oppression, et même ma vie la plus intime. Je pense que le premier pas, la première hypothèse pour moi forte, mais que c'est là, je pense qu'on la partage avec Frédéric, c'est l'idée quand même de qu'il n'y a pas un dedans et un dehors, n'est-ce pas? Il n'y a pas un dedans et un dehors. Hein? Que les questions doivent être posées dans une sorte de... les questions théoriques et pratiques doivent être posées d'une façon supra-individuelle ou sous-individuelle. Vous voyez, c'est-à-dire en laissant derrière, vous voyez, tous ces trucs qui existent souvent dans les organisations révolutionnaires, dans les groupes révolutionnaires, de la hiérarchie qui est plus libertaire, plus révolutionnaire que l'autre comme individu, et voir qu'il y a des problèmes d'époque, des problèmes d'oppression, des problèmes qui mettent en danger la survie même de la vie sur la planète aujourd'hui, et que ces problèmes-là, par rapport à ces problèmes-là, sont des problèmes qui se posent à tout le monde et à personne. Et ce que nous pouvons faire, c'est nous mettre à travailler sur ces problèmes-là, mais non pas en considérant que nous sommes en dehors. Au contraire, il est très important de comprendre comment nous-mêmes, nous sommes sculptés par cette mode d'oppression. Vous voyez, c'est-à-dire, il est très important de comprendre comment nous-mêmes, d'une façon, d'une humilité pas catholique, pas une humilité autoflagellante, vraiment simplement une humilité matérialiste de regarder en face, comment nous sommes sculptés par ces modes de pouvoir, ces structures de pouvoir, et que nous ne sommes pas opprimés, nous, en tant qu'individus, c'est une structure de pouvoir qui opprime la vie, qui attaque la vie, mais que nous, au mieux, on est de deux côtés, vous voyez? On est du côté d'un désir de vie qui nous traverse, mais qu'on est aussi structuré par le système d'oppression, vous voyez? C'est-à-dire que je mettrais toute identité individuelle plutôt du côté lourd de comment nous participons au pouvoir, et tout le côté émancipation, je les mettrais du côté de ce par quoi nous nous laissons traverser comme un élan, comme une tendance, comme une force d'émancipation, qu'elle n'a pas comme origine l'individu que je suis, le fils de ma maman, je suis gentil et c'est pour ça que je milite. Sinon, effectivement, quand on ouvre les portes
à cette individualité au présent. C'est-à-dire, pour le dire comme ça et finir ces petits premiers points, plutôt que libérer l'individu du pouvoir, je dirais il faut se libérer du pouvoir de l'individu. Hein? C'est-à-dire il faut se désidentifier avec soi-même, hein, pour pouvoir suivre les courants par où l'émancipation, la lutte, la solidarité passent. Bon, le deuxième point, qui est un point très compliqué, que c'est celui sur lequel moi je travaille vraiment en tant que chercheur, et quelle est la forme actuelle de cette soumission volontaire, pour la nommer comme ça. Et au fait, nous sommes dans une époque très particulière dans laquelle ces mariages très serrés entre la très haute technologie et le néolibéralisme et la macroéconomie sont en train de façonner un monde différent. Et alors, je crois quand même que les modes de capture de notre puissance, non, c'est-à-dire les modes de capture de notre puissance, ça veut dire les modes dans lesquels le système fait que nous participons de l'oppression, non? Les modes de capture aujourd'hui, tels comme je l'étudie, mais on peut revenir si vous voulez, je vais juste les citer, mais ce sont des travaux que, voilà, que je développe, et que la société de la très haute technologie, des néolibéralismes, agit en éclatant même l'individu du capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modes de pouvoir, ce que Foucault appelle les biopouvoirs, etc., fonctionnent en nous éclatant dans nos pratiques. C'est-à-dire que nous sommes tous modélisés, quantifiés, voyez, par des comportements différents qui ne font pas une unité. Vous comprenez? C'est-à-dire que les modes de domination actuels est un mode de domination qui ne domine pas des individus, domine des parties des individus éclatés. Vous voyez? Alors, je vous donne un exemple que je donne souvent parce que ça me semble assez clair. Google, il a fait une étude dans laquelle il montrait qu'en étudiant une année d'utilisation de votre carte de crédit, il pouvait déterminer avec 85% de certitude si vous allez divorcer dans les 3 ans à venir. Mais ce n'est pas un truc probabilistique, vous comprenez? C'est Jean-Pierre, vous comprenez? Ce n'est pas comme si je dis dans l'année prochaine il y aura un avion qui va tomber, c'est statistique. Non, là, quand je dis statistiquement, je ne dis pas quel avion va tomber, vous comprenez? En tant que là, Google, en prenant un comportement individuel, il prédit ce que vous allez devenir. Vous voyez, dans des trucs si intimes comme c'est séparé. Eh bien, cet exemple-là, je ne sais pas si c'est assez parlant ou pas, cet exemple-là, pour moi, est très parlant, montre que l'individu capturé par la macroéconomie, par la très haute technologie, par cette hybridation avec la machine, est en train de se comporter d'une façon absolument extérieure, vous voyez, sans aucune antériorité. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir petit à petit, de par l'hybridation avec la nouvelle technologie, par la façon dont on oriente notre vie, par la macroéconomie qui la gouverne, etc. On est en train de devenir comme une série de comportements agrégés. Vous voyez? Non pas comme un organisme, mais comme une série de comportements agrégés. Et c'est pour ça qu'on devient prévisible. Donc, effectivement, je ne vais pas... on avait été d'accord qu'on faisait une petite introduction des points qui nous semblaient importants. Ces points-là, pour moi, est aujourd'hui fondamental. Dans la médecine, nous voyons comment... ça s'appelle, pour le dire de cette façon, on pourrait appeler de l'individu au profil. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on devient des profils. Vous savez comment on devient des profils? C'est très simple. C'est-à-dire, Facebook, pourquoi est-ce qu'il est placé premier dans la bourse, etc. Parce qu'il donne des données. Vous comprenez? Alors, dans la médecine, par exemple, il y a déjà une médecine du profil. Ça veut dire quoi, une médecine du profil? C'est-à-dire que, par rapport à une série de comportements modélisés dans une grille, les réponses que me donne le patient, une machine les traite. Il y a un diagnostic par rapport à ces comportements-là, sans tenir jamais compte d'une instance quelconque qui ferait une unité, qui pourrait être soumise à un aléatoire, vous voyez. Alors, il y a une
forme de construction d'une nouvelle subjectivité qui fait que nous devenons petit à petit des profils formatés de par notre propre adhésion à ces pratiques-là. Vous voyez? C'est-à-dire que par notre propre adhésion et par notre propre promiscuité avec tous les types de machines de la haute technologie. Alors, mes propos ne sont pas du tout technophobes, hein, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, moi je pense que la haute technologie mariée avec le néolibéralisme est en train de nous coloniser. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut coloniser la haute technologie. Je ne pense pas qu'il faut s'opposer. Je pense qu'il faut la coloniser. Mais dans tous les cas, pour le moment, ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que les modes de domination, les modes de capture de notre accord pour être dominé, passent par une dissolution, une dispersion de nous en tant que sujet face au monde, avec un sujet, avec une réflexibilité possible, une antériorité possible. Et alors, juste un mot pour dire par rapport à la résistance et l'émancipation. Moi, je crois qu'effectivement, le gros défi est comment nous, aujourd'hui, nous pouvons lutter à niveau local en construisant des pratiques reterritorialisées, locales, qui ne soient pas noyées dans des masses d'informations et de formatages globalisants, n'est-ce pas, qui utilisent la technique, mais qui l'utilisent en la pervertissant. C'est-à-dire en mettant la technique au service du vivant et non le contraire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ou pas, dans ma tête, il y a aussi ce qui fait comme déconstruction organique la moitié de l'Argentine et un tiers du Brésil aujourd'hui, dans lesquels on déconstruit, de la même façon qu'on déconstruit les individus, on déconstruit un écosystème à travers les OGM, par exemple, vous voyez. Donc, c'est tout quantitatif dans lequel nous entrons comme profil, mais semble être ce à quoi il faut aujourd'hui résister et opposer des formes qualitatives de vie qui soient capables de prendre la tangente par rapport à ce qui nous paraît si évident et aller dans le sens général. Voilà, c'est une petite introduction, j'espère un peu claire. Merci Miguel. Vous me faites signe hein, si on n'entend pas bien au dernier rang. Donc quand Frédéric nous a invités à cette intervention, il nous a donné notre sujet. Hein, c'était servitude et émancipation. Et ce qui est un peu scolastique, mais c'est un très beau sujet, hein, très profond. Alors moi c'est un peu de cette manière que je vais faire cette introduction. Alors en commençant par le commencement, je veux dire, si l'émancipation, ça se définit comme l'entreprise collective de nous affranchir autant que nous le pouvons des dominations et des servitudes, parce qu'évidemment, domination et servitude, ça se décline au pluriel, n'est-ce pas? La première des choses à faire, bien sûr, c'est d'identifier quelles sont les entités sociales qui sont les sources de ces dominations et de ces servitudes. Alors, si on regarde le paysage des sociétés contemporaines, il y a évidemment deux de ces pôles asservissants et dominateurs qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est l'État et le capital. Il y en a bien d'autres, mais il y a au moins ceux-là. Alors, Frédéric nous invitait à partir du discours de la servitude volontaire de la Boétie. La Boétie connaît mal le capital, on ne peut pas lui en vouloir, donc il parle essentiellement de l'État. C'est sous cet angle que je vais d'abord dire un mot, mais évidemment il faudra redécliner ces idées de servitude et de domination, et puis éventuellement d'émancipation, dans tous les autres registres de l'action sociale. Alors, si vous voulez, je vais dire un mot à la manière un peu scolastique hein, sur le livre de la Boétie, ce qui peut être une manière de repousser à plus tard les questions qui fâchent, mais enfin, comme elles ne manqueront pas d'arriver, je me fais pas de soucis. Moi, cette lecture, enfin, ce texte qui est évidemment fulgurant, Miguel l'a rappelé, écrit par un jeune homme, pose à mon avis deux problèmes. Alors je vais les dire de manière abstraite, hein, je vais essayer d'illustrer. Le problème de l'habitude et le problème de l'immanence. Alors le problème de l'habitude, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que les corps politiques ont une habitude.
Bon, il y a énormément de problèmes conceptuels qui sont repliés dans ce simple énoncé. Le corps politique, alors comment est-ce qu'on peut parler rigoureusement de corps politique? Et surtout, comment est-ce qu'on peut en parler politiquement sans verser aussitôt dans la pente des communautés substantielles? Je mentionne tout ça vraiment pour mémoire. Mais le sujet de l'habitude collective, c'est le corps politique. Et en effet, c'est l'une des raisons que la Boétie donne à la servitude volontaire. Une raison qui nous apparaît d'abord sous l'espèce d'une tautologie, semble-t-il. Il y a servitude volontaire parce qu'il y a une habitude de la servitude volontaire. Parce qu'il y a une perte de l'habitude de la liberté. Ça a l'air tautologique, c'est extrêmement profond. La Boétie raconte cette histoire. Le roi perse Xerxès envoie un de ses lieutenants pour annoncer à Sparte que Sparte va devoir faire allégeance à l'Empire perse. Et il y a une rencontre entre le lieutenant du roi Xerxès et deux Lacédémoniens. Et cette rencontre est un immense malentendu. Personne ne comprend personne. Les Lacédémoniens s'étonnent que le lieutenant vienne leur faire ainsi tout go une proposition d'allégeance, et ils s'étonnent de cela parce qu'ils n'ont pas compris que le Perse a pris l'habitude de l'allégeance, et que c'est en quelque sorte une seconde nature. Il faudra revenir là-dessus, c'est que des histoires de première nature et seconde nature, etc., au sens de Pascal. Et réciproquement, le lieutenant du roi Xerxès s'étonne qu'on puisse ne pas faire allégeance, et ceci parce qu'il n'a pas compris que les Lacédémoniens ont pris l'habitude de la liberté. Alors les habitudes, c'est les produits de l'histoire. C'est les sociétés qui, travaillant sur elles-mêmes, font et refont sans cesse leurs habitudes. Les habitudes, ça pourrait être aussi la matière d'une politique de l'habitude. Je veux dire, une politique de la modification des habitudes, qui est absolument décisive d'ailleurs. C'est stratégique dans une politique générale de l'émancipation. Puisque la politique de l'habitude, c'est la production des conditions de possibilité de l'émancipation, qui ne sont pas toujours déjà données, qui ne sont pas toujours déjà là. Et en effet, les habitudes, ça se modifie. Alors ça se modifie pour le meilleur ou pour le pire. Alors actuellement, ça se modifie beaucoup pour le pire. Alors moi, il y a par exemple, voici un exemple qui me frappe. La société britannique était réputée pour son goût des libertés publiques. Elle s'est laissé imposer un degré de flicage par caméra des rues sans équivalent et sans moufter. Quelle habitude a été perdue dans cette acceptation, dans ce consensus-là? C'est quelque chose d'extraordinaire, mais regardons-nous nous-mêmes en longue période, regardons la modification de nos habitudes. Nous subissons des matraquages publicitaires, par exemple, qui nous auraient fait sortir de nos gonds il y a 40 ou 50 ans. Et nous les acceptons. C'est un autre pli que nous avons pris. Nous avons pris l'habitude d'intellectuels de pacotille qui occupent le haut du pavé dans le débat public, etc., etc. Mais ces gens-là, certains d'entre eux devraient être sortis sous les épluchures et les lazis des enfants. Ils devraient faire scandale immédiatement. Je veux dire, on tolère encore des BHL ou des Minc, ou etc., vous comprenez? Ou des Finkielkraut, bon. Et voilà une déperdition de puissance du corps collectif. Et toutes ces choses finissent par passer. Donc voilà, la première chose, c'est l'un des premiers grands concepts de la Boétie, c'est ça, c'est l'habitude. Le deuxième grand concept, c'est l'immanence. C'est peut-être plus important encore. De ce point de vue, d'ailleurs, la Boétie est vraiment l'anticipateur de Spinoza. Qu'est-ce que c'est l'immanence? L'immanence, c'est que tout ce qui arrive dans la société des hommes est le fait des hommes en société. Il n'y a rien d'autre, rien ne tombe du ciel. Ce sont les hommes qui produisent eux-mêmes, collectivement, et assez souvent sans le savoir, leur propre destin, donc leur propre servitude. Tout ce qui arrive aux hommes est le fait des hommes encore, donc y compris l'État, la domination, etc., etc. Et alors la Boétie a une phrase formidable là-dessus, qui est peut-être le cœur du discours, je voudrais vous la lire. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps. C'est le grand problème de la Boétie. On est très très nombreux. Il est tout seul au château, et pourtant il règne sur lui. Donc, dit-il, il n'a que deux yeux, que deux mains, il n'a qu'un corps. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont les vôtres? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous? Alors là, il y a un point qui est vraiment très important et très profond, auquel Miguel a fait référence tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Le grand contresens, si vous voulez, c'est de considérer l'État comme une entité malfaisante, ce qu'elle est d'ailleurs à de très nombreux égards, mais externe.
dont par conséquent il suffirait de nous débarrasser pour que nous soyons ipso facto libérés. Mais c'est pas du tout ça que nous dit la Boétie, pardon. Mais Spinoza dit la même chose, donc le lapsus est bien fondé en l'occurrence. La Boétie nous dit que l'État est, alors il ne le dit pas comme ça, mais que l'État est endogène, est une production endogène et nécessaire. C'est le corps social lui-même qui, à ses dépens, produit ce qu'il a servi. Donc c'est ça, si vous voulez, l'ironie extrêmement cruelle de la domination telle que la Boétie l'analyse. C'est que, et là je vais dire la chose en des termes spinozistes, la multitude s'asservit à ses propres frais de puissance. Alors là, évidemment, vous voyez, le problème devient tout différent. Hein. Donc ça n'est pas une entité externe dont nous n'aurions qu'à nous débarrasser. Nous avons à réfléchir autant que nous le pouvons, et peut-être en nous posant d'abord la question préalable de savoir jusqu'où nous le pouvons, dont la réponse n'est pas évidente. Nous avons à réfléchir nos propres productions et la manière dont nos productions nous échappent, ce qui était la grande problématique du fétichisme chez Marx, d'ailleurs. Et il reste à savoir si la solution, ou disons la ligne de perspective que donnait Marx, c'est-à-dire la possibilité d'une sortie de cet état d'aliénation collective de la société à elle-même, si cette perspective peut être tenue jusqu'au bout. Alors évidemment, ça rend le problème beaucoup plus compliqué. Je vais m'arrêter là tout de suite, hein, simplement pour reformuler le problème en ces termes, parce que, me semble-t-il, on y gagne quand le problème est convenablement formulé plutôt que quand il ne l'est pas. Voilà. Donc, et au moins, ça fournit, si vous voulez, la base d'un commencement de discussion. Moi, je voudrais parler d'une notion qui revient souvent quand on parle avec des non-militants. C'est en 5 minutes, elle vient sur le tapis, c'est la notion de nature humaine. Alors, c'est une question décisive et d'une telle profondeur. Dans le grand débat entre la pensée de tradition hobbesienne de l'État et la pensée de tradition libertaire, toute la discussion dégénère en une antinomie des anthropologies. Est-il bon, est-il mauvais? L'homme, vous avez compris. Alors, les libertaires accusent, non sans raison, la pensée hobbesienne d'avoir construit une anthropologie dans laquelle l'homme est un loup pour l'homme, selon la formule consacrée, idéalement faite pour justifier qu'il y ait un État, le Léviathan, qui soit la seule solution de régulation possible de la violence. À quoi répond l'anthropologie exactement opposée, qui est, disons, l'anthropologie kropotkinienne, par exemple, qui consiste à dire, en empruntant d'ailleurs par des analogies extrêmement douteuses au monde animal, que le fait coopératif est dans le monde animal, par conséquent il est dans la nature, par conséquent l'homme est un être coopératif également. Évidemment, comme toutes les antinomies, celle-ci est ruineuse. Elle est ruineuse, elle l'est principalement parce qu'elle tente d'enfermer la nature humaine, concept dont vous avez 1000 fois raison de vous méfier. Non pas qu'il ne faille pas s'en servir, mais que la manière de s'en servir doit être extrêmement précautionneuse, pour ne pas lui faire dire des horreurs, évidemment. Parce que vous comprenez, dès lors que vous avez fixé ou essentialisé l'homme dans, guillemets, une nature humaine, évidemment, vous avez ouvert la porte à tous les conservatismes. L'homme est ainsi, il ne peut pas être autrement. Et tirer l'échelle, c'est terminé. Là contre, Spinoza a une définition, non pas une définition, mais il a, si vous voulez, il dresse un tableau de ce qu'il appelle la nature humaine une et commune à tous, qui est d'une extrême habileté intellectuelle, puisque c'est un tableau qui est plein de vide. La nature humaine, selon Spinoza, c'est celle qui est esquissée dans les parties 3 et les parties 4 de l'éthique. Ce sont les mécanismes élémentaires, j'insiste sur ce terme, les mécanismes élémentaires de la vie passionnelle. Maintenant, aucun de ces mécanismes élémentaires n'est observable comme tel dans le monde empirique, dans le monde humain concret. Ce qui est observable dans le monde humain concret, c'est l'infini combinatoire qu'on peut réaliser à partir de ces blocs passionnels élémentaires, et qui peuvent donner tout et son contraire. Par conséquent, si vous voulez, chez Spinoza, il y a une nature humaine, mais 1000 manières d'être homme. Et la même nature humaine, dont j'insiste sur le caractère fondamentalement sous-déterminé, c'est la chose fondamentale, hein. Cette même nature humaine peut aussi bien vous engendrer une société dans laquelle il est licite et même souhaitable de mettre à mort sacrificiellement des enfants, et des sociétés dans lesquelles la valeur de la personne humaine, et celle des enfants en particulier, est suprême. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais nature première, nature seconde. Si la nature humaine
en le sens où Spinoza la pose est la nature première, c'est cette nature tout à fait lacunaire, à laquelle en tant que telle on ne peut rien faire dire. Et on n'observera que l'infini foisonnement des natures secondes, des secondes natures, comme dit Pascal, avec toute l'immense variété des manières d'être homme, des habitudes, parce que l'habitude est un concept commun à la Boétie et Spinoza, et c'est pas un hasard hein, d'ailleurs, des habitudes que l'histoire humaine a pu engendrer et qu'elle continuera à coup sûr d'engendrer. Par conséquent, pour résumer, si vous voulez, cette discussion sur la nature humaine, moi je m'efforce de la tenir dans une position théorique que j'appelle le réalisme anthropologique critique. Le réalisme anthropologique critique a ceci de réaliste, il part de la formule de Spinoza selon laquelle il faut prendre les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils fussent. Mais vous voyez que si on s'arrête là, évidemment, c'est la porte ouverte à tous les conservatismes. Ah, ils sont comme ça. Donc il n'y a plus rien d'autre à faire. Le réalisme anthropologique critique, c'est celui qui dit il faut prendre les hommes tels qu'ils sont, non tels qu'on voudrait qu'ils fussent, et aussi tels qu'ils pourraient devenir. Car ils peuvent être autres. Et c'est là l'autre grand concept chez Spinoza, c'est le concept de modification, que j'ai utilisé tout à l'heure. Les hommes peuvent être modifiés. Alors dans quelles conditions, à quelle vitesse? Alors ça, c'est là qu'un débat commence. Et c'est là en particulier que s'ouvre l'espace pour quelque chose comme une politique de la modification, qui sera, vous le comprenez intuitivement, qui sera essentiellement une politique éducative. Oui, je dis rapidement un petit mot. Je crois que la question de la nature humaine aujourd'hui est une vraie question par rapport à l'engagement. Parce que quand les gens énoncent la nature humaine, je pense qu'il ne faut pas dire non, il n'y a pas de nature humaine. Mais il faut dire à quoi tu appelles nature humaine. Parce que les postmodernes, néolibéraux, comme ça, qui sont dans la haute technologie, le transhumanisme, l'homme est un artefact, n'est-ce pas? Et ils disent, il n'y a pas de nature humaine, on peut tout changer. Et ça arrange très bien les plans néolibéraux qui disent mais moi je te prends une population d'ici, je te la mets là, vous voyez, c'est-à-dire cette déterritorialisation permanente qui dit un homme finalement est une masse d'énergie corvéable à merci et que je peux mouler dans n'importe quel moule, vous comprenez? Donc la question de la nature humaine est très dangereuse parce que aujourd'hui les mots de la liberté classique ont été capturés par les néolibéralismes les plus enragés et criminels. Parce que, vous voyez, par exemple, dans l'éducation, ça s'appelle l'éducation des compétences. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus enseigner au monde autre chose que les choses utiles. Et il faut quand même que le monde abandonne toutes les raffinités électives, vous voyez, les trucs, les désirs, les tropismes, vous voyez, c'est-à-dire, à moi ça m'arrive en tant que clinicien de voir des mômes, en pédopsychiatrie, hein, de voir des mômes qu'on les dit, ben voilà, tu vois, c'est-à-dire, tu aimes la musique, tu aimes ça, c'est d'accord, mais nous on ne peut pas se permettre ça, non, il faut apprendre des trucs utiles. Alors donc, c'est très compliqué, vous voyez, parce que le néolibéralisme le plus radical, le plus vraiment criminel, a capturé les mots de la liberté et il dit l'homme n'a pas de frontières, n'a pas de limites, tout est possible. Mais à vrai dire, la traduction de ça, c'est tu veux jouer la petite guitare? Non, tu joues pas la guitare, mon pote. Tu apprends des choses utiles et d'utiles, après tu vas les oublier pour apprendre autre. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la construction d'un homme tout à fait déraciné. Alors nous avons un problème parce que nous disons non, attention. L'homme n'est pas simplement, l'être humain n'est pas simplement une masse d'énergie corvéable à merci. Il y a des limites, vous voyez. Et alors là, on est dans un contre-emploi. Parce que normalement, être un révolutionnaire voulait dire éclater les limites. Et aujourd'hui, résister au néolibéralisme exige qu'on énonce des limites. Vous voyez, par exemple, moi, je travaille en tant que chercheur en interface en biologie et épistémologie. Bon, en biologie, par exemple, notre problème, mais vraiment notre problème, est de trouver des raisons internes à la biologie qui disent non, pas tout OGM est possible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est en train de chercher quelque chose qu'on dirait des petits curés, vous voyez, en principe de la vie. Vous voyez? Et bien oui,
on est en train de chercher, quand même, ni plus ni moins, des limites organiques pour dire vous ne pouvez pas tout faire avec du vivant. Vous voyez? Alors donc c'est compliqué la question de la nature humaine aujourd'hui, conjoncturellement, pratiquement, je vais dire. Parce que quand je vais dire il faut une éducation dans laquelle les mondes s'épanouissent d'après leur affinité élective. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit de quel côté les mondes poussent, de la musique, plus manuel, plus intellectuel. Vous voyez, on voit comment ils poussent. Et après, l'entendant suit. Vous comprenez? C'est-à-dire d'abord, il faut que les mondes se structurent. Et alors là, on dit, ah, vous respectez une nature humaine, vous êtes un ayatollah. Alors, c'est compliqué, vous voyez, c'est-à-dire, on est dans un entre-deux. On ne peut pas accepter l'idée d'une nature humaine réactionnaire et révélée des fois pour toutes. Mais il ne faut surtout pas accepter l'idée de que tout est possible. Il faut chercher quels sont les modes de renseignement, les modes de territorialisation qu'il ne faut pas violer. Et c'est vrai que c'est à contre-emploi pour des contestataires, des libertaires, des révolutionnaires, c'est à contre-emploi parce que normalement, nous, on était ceux qui disaient on fait sauter toutes les limites. Aujourd'hui, il faut voir que les limites, non pas des limites imposées par les pouvoirs, mais des limites endogènes, hein, il faut pouvoir les respecter. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi avec un homme, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une plante, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas installer une piste de ski au Koweït, vous voyez, aux Émirats, je ne sais pas où elle est, et vous voyez, c'est-à-dire, non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Ben, on ne peut pas parce que l'écosystème obéit à certaines lois subtiles, fragiles, qu'on ne peut pas casser. Alors, c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'effectivement, là, on risque d'avoir des alliés plutôt nauséabonds, tous les obscurantistes qui disent oui, oui, il y a des lois, vous voyez. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent tout est possible et qui détruisent la planète. Alors, c'est pas une réponse, c'est problématiser la chose parce que vraiment, elle est problématique, quoi. Pour la nature humaine, justement, dans la critique qu'on peut faire de Hobbes, de sa perception, est-ce qu'on ne pourrait pas retourner à Rousseau, qui justement définit une nature humaine à travers la notion de perfectibilité et du fait qu'on ne peut pas extraire du monde social des caractéristiques de l'homme et que de la nature humaine il est difficile de se prononcer et qu'au contraire l'homme peut évoluer dans différentes directions, dans des directions qui sont les bonnes, dans les directions qui sont aussi les mauvaises. Enfin, je ne sais pas quels sont ses liens avec Spinoza, mais j'ai l'impression que ça s'inscrit pas mal dans une démarche que vous citiez tout à l'heure, de critique anthropologique. Oui, assurément, il y a des consonances en ce sens, même si bon, on ne va pas rentrer dans un débat universitaire ou d'histoire de la philosophie, mais vous savez que chez Rousseau, dans le second discours, et d'ailleurs c'est un point qui l'apparente en un certain sens à la pensée libertaire, chez Rousseau, dans le second discours, l'homme n'est pas sujet aux passions. Les passions ne lui viennent qu'avec la société. Et vous voyez l'homologie formelle avec l'argument libertaire qui dit, dans une espèce de contre-anthropologie hobbesienne, l'homme est fondamentalement coopératif, solidaire, mais il est perverti par l'entrée dans l'état civil. C'est l'état qui fait régner une espèce d'atmosphère de violence qui rend les hommes violents eux-mêmes, alors qu'ils ne le seraient pas au départ. Et moi, il m'a toujours semblé qu'on pouvait sortir de cette antinomie par les moyens extrêmement simples de la plus connue des conjonctions de coordination. Et, comme dit Spinoza, l'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Et toute la question, c'est de savoir quand va s'activer, ou dans quelles conditions s'active préférentiellement la modalité loup et la modalité dieu. Maintenant, pour revenir d'un instant aussi à la question précédente, et lier les deux, je voudrais réinciter sur ce danger qui consiste à penser la nature humaine sous une forme substantielle, qui est d'ailleurs au principe d'un argument sophistique par excellence et classique de l'idéologie dominante libérale, dont l'anthropologie du dimanche, abondamment véhiculée par les économistes d'ailleurs, qui sont les rois en cette matière, voudrait vous convaincre que l'homme est par nature, n'est-ce pas, un être égoïste, calculateur, rationnel même de temps en temps, etc., etc. Ce qui évidemment est totalement faux. Il ne l'est pas par nature. Je veux dire, l'homme peut devenir ça par le travail de la société, par le travail historique. Et à ce sujet, moi, j'ai toujours été très frappé par une citation
plus exactement par un rappel que fait Bourdieu d'une phrase de Bergson qui dit « Il a fallu 3 siècles d'histoire pour produire un utilitariste comme M. Stuart Mill ». Et en effet, on pourrait donner des exemples extrêmement simples de ça. Par exemple, lorsque, au XIXe siècle, alors que le salariat est seulement en voie de constitution, comment réagissent les ouvriers à une augmentation du salaire ? L'économiste de base qui passerait par là dirait les courbes d'offres sont croissantes, si le salaire augmente, le salarié va vouloir travailler davantage. Pas du tout. Le salarié ou le proto-salarié de l'époque a en vue un revenu de réservation, et si on lui offre un taux horaire amélioré, il va diminuer son nombre d'heures de travail. Donc vous voyez, l'économiste croit que la courbe d'offres est croissante, c'est une loi de la nature, et c'est pas vrai. C'est l'acquisition d'une nouvelle mentalité. Et toute la question est celle-là, c'est comment s'engendrent les habitudes dans l'histoire et dans les sociétés, et dans quelles conditions il nous est possible de refaire nos habitudes. Parce qu'en effet, après 2 siècles de bulldozers capitalistes, les hommes ont été sérieusement attaqués. Et en effet, il y en a beaucoup dont les comportements dominants sont individualistes, opportunistes, égoïstes. Et puis, quand je dis beaucoup, c'est nous sommes tous habités par cela. Et nous le savons très bien en notre fort intérieur. Voilà. Donc, comment dirais-je, les penseurs libertaires les plus lucides, des gens comme Santillane par exemple, ou même Proudhon voient ça. J'allais ajouter Mauss, qui n'est pas libertaire, il se définit comme socialiste, mais il comprend très bien que le capitalisme, l'histoire du capitalisme va livrer aux sociétés les hommes dans un certain état, et que cet état, entendre cette habitude, ce pli, eh bien, n'est pas immédiatement adéquate au principe d'une société solidaire, coopérative, etc. Et que ces plis, il va falloir les produire, car on ne peut pas les supposer déjà là. Et que si on les suppose déjà là, on va au-devant de graves déconvenues politiques. Et que c'est toute une entreprise par laquelle la révolution ou l'émancipation, cheminant, si vous voulez, a à produire en chemin ses propres conditions passionnelles de possibilités. Au fait, bon, 2 choses. D'abord, il y a quelque chose qu'on peut voir comme ça qui est très clair. C'est que Jérémy Bentham m'avait construit comme une prison, les panoptiques. Le fait d'être tout le temps sous le regard était une prison quand même. Alors Foucault après il va comparer la prison, l'usine, l'hôpital, l'école. C'était tout un mécanisme, comme dirait l'autre, des appareils idéologiques d'État, quoi. C'est-à-dire c'était des appareils d'oppression. Or, première grande mutation sociale, mais qu'à mon avis, aussi grande soit-elle, elle est légère par rapport à l'autre que vous énoncez, c'est que les panoptiques, c'est-à-dire devenir transparent sans aucune antériorité, justement devenir ces comportements qu'on peut recueillir pour faire des profils, n'est-ce pas, est devenu désirable. C'est une question qui est en filigrane avec ce que dit Frédéric, effectivement, c'est-à-dire la fabrication des modes de désir. On désire aujourd'hui, c'est-à-dire que la soumission volontaire prend un tour de force terrible parce qu'on désire absolument toutes les machines qui nous rendent, tous les modes de comportement qui nous rendent absolument transparents, sans aucune antériorité. Alors d'abord, tout ce qui est bon apparaît et tout ce qui apparaît est bon. C'est-à-dire donc rien n'est rien caché, effectivement. C'est-à-dire, je me souviens, vous imaginez quand on luttait contre les bracelets électroniques comme mode de prison. Bah, maintenant c'est quand même un tout petit peu démonté puisque tout le monde paye pour avoir un portable et avoir donc un bracelet électronique et qui est transparent, etc. Et tu vois, il photographie l'œuf au plat qui va se bouffer les mecs, il attend de voir s'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est bon l'œuf au plat ou s'il est mauvais. Il y a un copain qui parlait dans la salle, qui est un jeune technophile, qui m'a appris qu'est-ce que c'était un like. Je ne sais pas si vous savez que c'était un like, mais il faut liker. Je disais, avec préservatif. Non, me dit, liker, me dit. Alors, bon voilà, ça veut dire, est-ce que ton œuf au plat, il y a beaucoup de gens qui les trouvent bons. Bon, alors effectivement, c'était une prison, vous voyez, c'était une prison. Moi, que j'ai passé très longtemps dans des prisons différents types, je me souviens que les derniers moments avant que les Français me négocient, donc j'arrive en France, le dernier temps, je suis arrivé dans une prison panoptique, qui est en train de devenir panoptique. Et je me suis rendu compte, après 4 ans et demi de prison, dans lesquelles on a toujours résisté, on a fait des mutineries, c'était l'époque des disparus, c'était la pire époque. Je me suis dit, là, on ne pourra pas résister.
C'est-à-dire, avec les caméras en permanence, avec les systèmes panoptiques, je me suis rendu compte que là, on voit. Et je vois, en vieillissant, que tout le monde souhaite être dans la prison dans laquelle on ne peut pas résister. Bon. Alors ça, c'est quand même un changement anthropologique majeur. C'est-à-dire que si tu veux qu'on te like, ben voilà, ciao, tu vois, après, tu peux te dire archi-anard, hyper-anard, ce que tu veux. Je suis anard si on me like. Tu vois, bon. Alors donc, voilà, à vrai dire, là, il faut comprendre ce que j'avais compris d'abord. C'est pas qu'on te like, c'est qu'on te nique. Mais effectivement, l'autre chose, alors là, d'un point de vue biologique, mais alors là, hyper sérieux, lourd, chiant, c'est que, effectivement, tu as tout à fait raison, on est en train de vivre un pivot évolutionnaire avec disparition des espèces massives, avec transformation radicale du vivant, et que nous n'avons pas la moindre petitime idée où va. On n'a aucune idée, aucune idée. Et effectivement, ces transformations, ces modifications ne sont pas qu'anthropologiques et culturelles, elles sont effectivement aussi biologiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer les modes de vie sur la planète qui est radical et qui exige aujourd'hui effectivement un engagement aussi intensif d'études. Il faut essayer de comprendre ça. Moi, je travaille dans différents labos avec différents chercheurs, je travaille là-dessus. Je vous assure qu'on est une archi-minorité à dire attention, il y a vraiment un pivot évolutionnaire. Hein. La plupart des chercheurs, ils sont dans une sorte d'enthousiasme fantastique, tout est possible. Hein. Vous connaissez l'un de vos compatriotes qui s'appelle Laurent Alexandre, c'est un neurologue qui est devenu généticien, je sais pas quoi. C'est un mec très connu, visiblement dans d'autres milieux. Et c'est le mec qui a écrit En finir avec vaincre la mort, vous voyez, et qui est l'idée quand même qu'aujourd'hui, avec les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les cognitives, non, après tout, pourquoi on ne va pas vaincre la mort? Je me souviens dans des discussions des biologistes avec lui, j'ai expliqué, je disais simplement, tu comprends qu'il y a, acceptons, notre espèce, le mec il dit, si je vous emmerde, vous me faites signe. Parce que c'est un peu long, mais je vais raccourcir. Le mec, il dit, aujourd'hui, on a la possibilité de vivre 1000 ans. Biologiquement, je ne nie pas ça. Je ne nie pas ça. Mais vous comprenez quelle bifurcation aura pris l'espèce humaine d'être une espèce qui priorise les actuellement vivants par rapport à ceux qui vont venir. Parce que, qui est 1 million de cons qui vivent 1000 ans, il ne reste plus rien, vous comprenez? Donc, tout est possible dès la haute technologie, il faut quand même ajouter de façon anachronique, bête, tout est possible et pas pour tout le monde. Parce que c'est le monde de la partie. Moi, je pense qu'il faut se réveiller, qu'il faut voir que là, on est en train de vivre ces changements radicaux que nous désirons tous. Je parlais il y a très peu de temps à Buenos Aires avec un camarade, un très bon camarade, et il me dit, bon écoute, je comprends tout ce que tu dis, mais si moi on me donne un ticket pour encore 60, 80 ans, je prends. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui nous offre, on les désire, parce qu'on a perdu la possibilité de désirer aussi les limites qui structurent la vie. Les limites qui structurent la vie, c'est les limites effectivement qui s'opposent à la séparation dont parlait Devor, entre autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on a un pivot par rapport à la technologie. Je pense que dans ce cas-là, il faut revenir à Prométhée. Je pense que c'est la technologie en soi qui fait qu'effectivement, il y a des transformations au niveau de l'homme qui sont assez radicales, j'ai envie de dire. J'ai pas plus peur aujourd'hui, en fait, des nouvelles technologies que hier. C'est plus l'utilisation, et là, on en revient à l'éducation qu'on en fait, qui fait qu'effectivement, ça devient problématique. Je pense. C'est mon point de vue. Revenons sur les plis de l'éducation. C'est Durkheim qui disait « La famille et l'école sont le séminaire de la société », qui est une phrase vraiment aussi belle que profonde. Hein. C'est là que, dans ces cénacles de la socialisation primaire auprès des parents, auprès des instituteurs, etc., que se forment de bonne heure les tout premiers plis, c'est-à-dire les plus durables, ceux qui seront en quelque sorte les plus difficiles à ravoir. Cette centralité de l'éducation et des institutions éducatives, moi, elle me frappe par exemple au travers d'une expérience politique comme celle du Chiapas. En général, on attrape le Chiapas par
la structure des conseils, c'est-à-dire par la forme politique même. Vous voyez, cette espèce de pyramide associative qui décline au maximum un principe de subsidiarité, d'autonomie locale, etc. C'est-à-dire qui minimise, car elle ne s'en affranchit pas complètement, en tout cas c'est ma position sur le sujet, mais qui minimise et qui régule aussi bien que possible les effets de la centralisation étatique. Mais il y a une autre dimension institutionnelle de l'expérience du CIAPAS qui, à mon avis, est tout aussi importante, peut-être même davantage, qui est la dimension éducative. C'est-à-dire les écoles du CIAPAS font partie vraiment de la structure politique générale et, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, elles sont décisives. Alors, vous dites, le problème, c'est que la politique de l'émancipation ne prend pas naissance dans un vide d'institutions. Il y a de la politique qui est déjà là, et cette politique, elle nous a déjà saisis. Et c'est vrai, elle nous a déjà conformés, elle nous a conformés à sa manière. Bon. Et c'est bien pour ça que des gens comme Bourdieu en sociologie ou les historiens des annales avait fait ce constat de l'extrême pesanteur des ordres sociaux. Essentiellement, ça se reproduit. Et c'est extrêmement lourd. Alors, les philosophes, par habitus professionnel, ont une préférence pour les thèmes de la singularité, l'événement, etc., etc. La réalité étant que les événements se produisent, sans doute, mais de temps en temps. Hein, c'était plutôt rarement, d'ailleurs. Voilà. Et entre deux événements, c'est la chape de plomb de la reproduction. Et c'est-à-dire que la reproduction est vouée à être là ad aeternam. Alors évidemment non, ça l'histoire nous l'a suffisamment dit. Mais dans quelles conditions son cours peut-il être interrompu? C'est ça toute la question. C'est ça toute la question. Et quels sont les mécanismes généraux par lesquels il le peut? Là aussi, Spinoza a donné des indications qui sont assez intéressantes à ce sujet. Spinoza est vraiment un philosophe de la sédition. Alors, il a donné un nom à l'affect séditieux par excellence, il l'a appelé l'indignation. C'était un peu avant Stéphane Hessel et ça avait un peu plus de contenu. Hein. Donc maintenant, on n'ose plus dire indignation parce que c'est devenu tellement... si vous voulez, c'est un mot tellement délavé qu'on ose à peine s'en servir. Mais pourtant, il faut. Qu'est-ce que c'est que l'indignation chez Spinoza? C'est le point où le quant à soi regimbe. C'est au-delà de cette limite, ça n'est plus possible. Et alors, les institutions s'y entendent quand même, pour nous pousser à nos limites, pour nous faire passer nos points d'intolérable. Parce que c'est ça, hein, l'indignation, c'est quand on franchit son point d'intolérable. Alors, les institutions capitalistes, alors, ça fait ça très très bien, hein. Les institutions étatiques aussi, elles le savent. Bon, de temps en temps, ça leur retombe sur la gueule. Alors après, évidemment, il y a une insurrection, il y a un mouvement de soulèvement local, ça s'appelle LIP dans une entreprise, ou global, ça s'appelle un printemps arabe. Et puis, alors, dans quelles conditions ce soulèvement insurrectionnel se convertit en une authentique révolution? C'est-à-dire en une transformation durable des rapports sociaux. Ça, évidemment, c'est une toute autre question. Mais ce que je veux dire, c'est que le système, pour parler simplement, soit capable, par sa propre bêtise, ou plus exactement, pour n'être pas capable de modérer ses propres appétits de pouvoir, de modérer ses propres pulsions d'approfondissement de la domination, de faire la connerie de trop, ça, nous ne le savons que trop. Et finalement, c'est un peu triste à dire, mais c'est peut-être là le meilleur espoir ou le seul qu'il nous reste, je ne sais pas. Je voudrais revenir à l'importance et la puissance des habitudes dans une société. Comment détourner la société du confort procuré par une consommation de masse, qui est aussi une pratique sociale? Par quoi la remplacer pour réorienter le désir? Je n'adhère pas aux hypothèses générales de l'éducation. Je ne pense pas qu'en éduquant les peuples, je pense que, au contraire, souvent, l'idée très généreuse de l'éducation a produit beaucoup d'oppression. Donc je crois qu'effectivement, peut-être au Chiapas ou des lieux comme ça, il y a des modes, des pratiques d'éducation alternatives. Mais bon, je te réponds avec un exemple, tu vois, quand José Bové, il avait démantelé McDonald's, non? Moi je lui avais dit, le problème José, c'est qu'on peut démanteler un McDonald's, ce qu'on ne sait pas faire, c'est créer un restaurant plus désirable pour les jeunes que McDonald's.
Tu vois. Donc notre problème, c'est, tu vois, c'est effectivement comment on crée des pratiques et qui ne soient pas des pratiques, tu vois, par rapport aux copains de la décroissance, par exemple. Il y a un côté dans lequel, au fond, ils ont raison, mais dans la forme, il y a un truc quand même amicablement à discuter, qui est qu'on ne peut pas dire « je peux me passer de ça, suivez mon exemple ». Parce que tu vois, par exemple, moi, je peux me passer d'un portable, mais je peux acheter 3 portables en sortant d'ici. En tant qu'un membre de bidonville de chez moi, il meurt pour un portable tous les jours, tu vois, mais comme ça, tu vois, c'est pas faire du pathos, tu vois, il meurt parce qu'il va piquer un portable, il y a un connard qui le tue, quoi. Et alors, donc la question c'est quels sont les foyers de production de désirs alternatifs, n'est-ce pas? Et moi je pense que là, il y a une articulation à penser dans des pratiques intensives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne fait pas le poids pour une confrontation. Je pense qu'il faut développer des laboratoires intensifs qui cherchent de nouvelles pratiques et que la diffusion est importante, mais ce n'est pas la tâche principale aujourd'hui. Il faut chercher ça. Et ça, nous les cherchons et nous les trouvons dans des pratiques concrètes. Tu vois, par exemple, quand nous, d'une façon très humble, tu vois, mais dans la Courneuve, quand on a fait un laboratoire social, l'université populaire, laboratoire social, un jour, on s'est rendu compte, tu vois, qu'on était une quarantaine de personnes, parmi lesquelles des gens de différents âges, et il était 9h30 du soir. Donc ça voulait dire, tu vois, que ces gens-là préféraient venir travailler, parce que ce n'était pas l'éducation populaire dans le sens de quelqu'un qui vient faire des cours, non, c'était plutôt de la recherche qu'on faisait ensemble. Et donc on s'est dit, merde, il y a 40 personnes qui trouvent plus désirable de venir un peu réfléchir et connaître sur leur vie que de regarder la télé, tu vois. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut avoir l'humilité stratégique de savoir qu'on ne peut pas vaincre, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut, c'est construire les lieux où on montre comment et sous quelles conditions un autre désir est possible. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que la question, c'est pas de dire bande de connards, et regarde TF1. La question, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux participer collectivement, localement, à l'expérience qui montre que sans les côtés moines qui renoncent, tu vois, style décroissance qui dit je prends la douche avec ma pisse, tu vois, dit bon, bravo, tu vois. Le renoncement est une passion triste, comme dirait Spinoza, tu vois. Alors donc, effectivement, comment on peut créer des pratiques? Alors, moi je travaille là-dessus, et je milite là-dessus depuis plus de 30 ans, tu vois. Même avant le retour de la démocratie en Argentine, on militait là-dessus dans des territoires occupés par les paysans, je veux dire, non? Et vraiment, la tâche principale, c'était toujours celle-ci. Et je crois qu'il faut faire ça. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse des trucs qui, loin de tout renoncement triste, de toute discipline, qu'on expérimente. Et là, les artistes sont fondamentaux. C'est-à-dire des lieux dans lesquels on se réapproprie de la pensée du monde à travers l'art, n'est-ce pas? Mais voilà, la réponse, c'est des trucs intensifs. On n'est pas dans le moment du qualitatif. On est dans le qualitatif pour défendre les acquis, par exemple. Il ne faut pas permettre systématiquement qu'ils nous écrasent. Mais dans la résistance-création, il faut admettre l'humilité de l'intensif. Moi, je te jure, je passe des années dans des expériences intensives, archi-minoritaires, et je ne trouve pas ça triste. Je trouve quand même qu'il faut se coltiner avec ça. Moi, je pense que c'est une question décisive, hein, ça. Le capitalisme a un point de vulnérabilité et un point de très grande résistance. Le point de vulnérabilité, il est du côté du rapport salarial, à proprement parler. Ça, c'est vraiment un point de vulnérabilité du capitalisme, parce que le capitalisme fait vivre aux salariés, en tout cas à beaucoup d'entre eux, une vie de chien. Et ça, les salariés sont bien placés pour s'en apercevoir. Du jour où ils cesseront d'éprouver, chacun par devers soi, ce sentiment, et que ces atteintes à la dignité individuelle feront coalescence, alors le capitalisme sera vraiment menacé de ce côté-là. En revanche, il a un point de résistance alors qui est granitique et qui est exactement celui que vous avez soulevé.
le capitalisme ne nous tient pas que par la nécessité salariale, il nous tient également, ça c'est une de ses grandes réussites historiques, hein, il nous tient également par l'aliénation marchande, l'aliénation à la consommation. Et alors là, pour se défaire de cette affaire, ça va être toute une histoire, puisqu'il y va, mais là je suis d'accord avec Miguel, il y va de la réflexion entière d'un régime de désir et de son imaginaire. Et que ces choses-là vous voyez, ne s'opèrent pas par un claquement de doigts. C'est la raison pour laquelle la décroissance, que je tiens pour être un autre nom possible de la sortie du capitalisme, est une perspective qui demeure extrêmement éloignée. Faire de la décroissance dans le capitalisme, c'est juste organiser la récession accompagnée de curés qui prêcheront la frugalité. Donc c'est un truc qui politiquement ne tiendra pas la route. Mais refaire un régime de désir, dans quelles conditions ça se fait, ça? Alors ça peut se refaire, il y a plusieurs solutions. Il y a celle qu'a indiqué Miguel, c'est-à-dire opérer la substitution par un régime de désir alternatif, qui va faire ses preuves lentement pour convaincre, mais c'est même pas, je dis convaincre, mais c'est pas une affaire de conviction, alors là parce que pour le coup c'est pas l'entendement que ça parle, je dirais presque en termes Spinozzi, c'est toutes ces choses doivent être engrammées dans le corps, hein, quasiment. Et c'est pour ça, hein, les engrammages dans le corps, vous comprenez, ça c'est sacrément résistant, hein. Je veux dire, c'est le corps qui prend les plis de l'aliénation et de la servitude. Et même si la conscience déclare ne plus vouloir de la servitude et de l'aliénation, le corps, lui, si vous voulez, il est plié pour un moment. Il y a ça, de l'inertie, ce pliage. Ça va continuer tout droit. Et on le sait très bien. Alors, Miguel, toi qui es psychanalyste, tu sais bien qu'avoir l'intellection rationnelle de sa névrose, ça suffit pas à s'en débarrasser. Il faut refaire les pliages du corps. Bon, c'est pareil pour le régime de désir de la consommation. Alors, une possibilité, qu'est-ce que ça serait? Elle est pas riante, celle-là. C'est que le régime de désir capitaliste devienne tellement coûteux que ça nous convainc de l'abandonner. Alors, tellement coûteux, ça voudra dire qu'il aura mis la planète à sac, on respirera à peine, on aura les pieds dans l'eau, etc. Mais vous voyez, c'est bon. Et en tout état de cause, c'est l'affaire d'une transformation, d'une modification, je reviens à ce thème, de très longue période. Dans les écrits corsaires, Pasolini parle de révolution anthropologique à propos de la montée de l'individualisme libéral. Il s'exprime dans les années 70, hein, à propos de la montée de l'individualisme libéral et de cette extraordinaire aliénation à la marchandise capitaliste. Bon, ben pour nous libérer de ça, il faudra une révolution anthropologique de sens inverse. Alors ça, vous voyez, ça nous renvoie à d'autres temporalités que celles de l'action politique consciente et réfléchie. C'est d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que la politique n'y puisse rien. Oui, nous pourrions reprendre une espèce de petit pli secondaire qui nous scandaliserait de l'envahissement publicitaire. On pourrait faire comme les anti-pubs, aller barioler les affiches, péter les néons, etc., etc. Mais vous voyez, ils sont pas très nombreux. Moi je le fais pas, par exemple. Bon, et pourtant, je trouve ça moche, la publicité. Mais pas suffisamment pour joindre le geste à la parole, visiblement. Bon. Donc, ça n'est pas entièrement hors de la portée d'une politique, mais ça n'est pas entièrement à sa portée non plus. Le problème du passage de la théorie à la pratique, est-ce que finalement, c'est pas le langage? Parce que finalement, ce qu'on fait souvent, nous les humains, c'est qu'on parle entre nous. Bon, on parle pour faire passer des idées. Et on essaye toujours, en faisant passer des idées, justement, de se dire, bon, on a peut-être une piste pour modifier les affects, modifier les habitudes. Mais est-ce que les mots que toi tu utilises, ou est-ce que moi les mots que j'utilise, est-ce que vraiment ça touche les personnes qui sont devant moi? Est-ce que vraiment ça les agite tellement au fond d'eux qu'ils ont envie de changer quelque chose? Voilà, c'est ça la question. Je pense que c'est sur le langage qu'il faut se concentrer. Alors, je sais bien que tu t'adresses à Frédéric, mais je vais quand même dire deux mots avant, parce que Frédéric il a pris des notes pour répondre, et moi sinon après je vais oublier absolument. Non, d'abord, je crois quand même que quand Frédéric dit les mots, les corps, c'est de ça dont il s'agit. Quand je parle des expériences intensives, c'est des expériences dans lesquelles, avec nos corps, on ressent que c'est plus désirable la solidarité, l'art, je ne sais pas, la création, que la merdouille que le système nous propose. C'est pas avec la tête, c'est avec les corps. Et ça, c'est quand même un élément nouveau dans les mouvements alternatifs, révolutionnaires, libertaires, de se rendre compte que les corps doivent expérimenter les choses et que les théories, et c'est pour ça que moi, je travaille toujours
et je pense avec les pieds. C'est-à-dire que, c'est ce qu'il dit mon éditeur d'ailleurs, non, c'est une blague, c'est-à-dire c'est pour ça que, pourquoi je travaille depuis des années dans des laboratoires sociaux comme ça. Parce qu'il n'y a pas un truc que j'écris dans un bouquin qui n'a pas été expérimenté dans des lieux concrets, par des corps, par des gens qui vivent concrètement, non? Alors donc, la question c'est les corps. Alors les idées, le problème c'est qu'en Occident, l'Occident qui naît platoniquement avec Platon, qui dit les idées c'est plus important que la vie. La vie, elle est corruptible, donc les idées, le monde des idées, bon. Je pense que ça c'est l'horreur totale dans laquelle le mouvement révolutionnaire est tombé prisonnier, qui est de croire que la vie devait suivre les idées. Nous avons un représentant ici en France, et que je connais personnellement, c'est quelqu'un de très sympathique personnellement, mais bon, voilà, et qui s'appelle Adam Badiou, je ne vais pas jouer au con. Adam Badiou, par exemple, lui, l'autre jour, il était dans un débat avec un philosophe, que je ne me souviens pas comment il s'appelle, dans une revue qui s'appelle Philomag, et le mec lui dit... Hein, Gaucher. Et alors donc le Gaucher lui dit bon, mais vous défendez Staline, Pol Pot, mais les millions de morts. Et alors Badiou, aristocratiquement dit on ne discute pas des philosophies et des politiques en comptant les morts. Alors moi, effectivement, je dis il n'y a pas que Badiou, attention, Badiou c'est le représentant maximum, mais il n'y a pas que Badiou qui pense que les corps doivent suivre les idées. Moi je dis, là, attention, c'est pour ça que je parle des pratiques, et des pratiques, et des pratiques concrètes et intensives. Si nous voulons résister aujourd'hui, on doit surtout chercher à s'émanciper, c'est cette saloperie de mourir pour des idées. On peut mourir pour des pratiques, effectivement, parce que dans une pratique d'émancipation, si malheureusement on vous tue, ben voilà, mais pas pour des idées. Il faut vraiment comprendre que cette saloperie occidentale, que des idées bien pensées doivent orienter la vie et que les corps doivent suivre, il faut se libérer de ça. Il faut effectivement revenir à la source des corps qui ne sont pas virtualisables, qui ne sont pas modélisables, qui ne peuvent pas devenir des profils, vous voyez, de Facebook, des corps lourds, des corps qui effectivement meurent aussi, qui vieillissent. On doit s'habituer à la joie aussi de ce que Platon appelle la corruption des corps et que nous on doit appeler le devenir, vous voyez, le devenir. Il y a des étapes différentes, vous voyez, et on doit rentrer en amitié avec la fragilité des corps et ne pas désirer une toute-puissance des merdes que nous offrent, parce que c'est là qu'ils nous tiennent par soumission volontaire. Ils nous tiennent parce qu'ils nous offrent de dépasser notre fragilité. Eh bien, c'est les corps, les corps. Et vraiment, par rapport à ta question, la théorie, c'est pour ça que j'ai demandé à Frédéric, je vais répondre d'abord, excuse-moi. Et c'est parce que vraiment, je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental l'idée de dire merde aux idées construites dans des bibliothèques et qui ne se soumettent pas à l'examen rigoureux de la vie. Bon, je pourrais rentrer dans une discussion sur cette question qui semble recueillir l'approbation de la salle, du caractère idéal des idées. Mais ça donnerait peut-être un tour un peu trop spéculatif à la discussion. Je pense qu'il faut se méfier d'une antinomie trop tranchée entre l'idéal et le matériel, et qu'il faut examiner les idées sous le critère très pratique de leur efficacité. Il y a des idées qui sont efficaces. Qu'est-ce que c'est qu'une idée efficace? C'est une idée qui parvient à mettre les corps en mouvement. Ah, ce qui est une manière de faire une synthèse, hein, si l'on veut. Mais les idées ne parviennent à mettre les corps en mouvement que parce qu'elles ont un pouvoir d'affecter. Et en réalité, les idées ne nous parviennent jamais qu'accompagnées d'affect. C'est ce qui fait que nous adhérons à des idées, ou bien que nous les réprouvons. C'est ce qui fait que nous nous y plions, ou nous nous y opposons, que nous les défendons, que nous les combattons. C'est parce que les idées sont en permanence environnées d'affects. Les affects du dehors par lesquels elles nous parviennent, les affects les nôtres, dont nous les investissons, etc., etc. Et c'est cet environnement affectif, passionnel des idées qui leur donne une efficacité à quelques degrés, individuelle, collective, dans l'histoire. Bon. Mais je n'en dis pas davantage.
Je voudrais revenir donc à ta question. En écartant, disons, le malentendu peut-être du début de ton intervention, puisque, mais on ne va pas rester sans s'étendre sur cette question, invoquer la nature humaine et tenter de la reconceptualiser n'a absolument pas le sens de chercher une origine. Au contraire, c'est l'exact contraire. Il n'y a pas d'origine. Bon, il y a une phrase très belle de Durkheim là-dessus, sur les institutions, mais qu'on pourrait appliquer de même à cette catégorie de nature humaine. Il dit c'est une ineptie d'essayer de remonter par la pensée à quelque chose comme un instant zéro de la création, de la naissance des institutions. Ça, c'est une faute méthodologique, en effet. Là, pour le coup, je le partage tout à fait. Donc, mais là, il y a la question qui était posée, qui était celle du rapport de la pratique et de la théorie. Alors, il est bien certain que je pense qu'il n'y a pas plus pire figure que celle de l'intellectuel du front jupitérien duquel va sortir tout armé le plan de la société nouvelle. Ça, évidemment, lorsque vous en rencontrez des comme ça, il faut prendre vos jambes à votre cou, ça c'est certain. Alors, évidemment, ça conduit à relativiser la portée ou le rôle des intellectuels dans la société qui, en général, aiment à tenir le discours complaisant selon lequel ce sont les idées qui mènent le monde. Ben tiens, évidemment, ils sont les producteurs des idées. Et si les idées mènent le monde, la conclusion du syllogisme, c'est que ce sont eux qui mènent le monde. Donc vous avez compris. Bon, alors, évidemment, il ne saurait être question de ça. Et cependant, la réflexion théorique n'est pas complètement sans utilité. C'est pas sur elle qu'il faut compter pour accoucher du plan de la société nouvelle, mais à quoi ça peut servir? Ça peut servir à indiquer des problèmes. Il y a des points résistants, il y a des points problématiques. Vous avez intérêt à y réfléchir, parce que si vous vous embarquez un peu à la légère, tout ceci risque de vous revenir en pleine poire. Vous voulez fonder de nouvelles communautés coopératives, solidaires, reposant sur le principe du désintéressement, de la renonciation à l'opportunisme égoïste, etc. Oui, mais les individus y rentreront encore porteurs de leur pli corporel ancien, qui sont ceux de l'opportunisme, de l'individualisme, de l'égoïsme, etc. De telle sorte qu'ils pourront les contenir dans une certaine mesure, mais probablement moyennant de gros efforts, jusqu'à ce que tout ceci fasse résurgence et que la communauté vole en éclats. Vous connaissez tous des expériences de cette nature, de communautés qui sont parties dans l'enthousiasme et qui se sont décomposées dans le drame, sous l'effet de dynamiques passionnelles dont la portée n'avait pas été très bien saisie au départ. Voilà, donc le rôle des intellectuels, c'est cela et rien d'autre. Et pour le reste, de toute manière, aucune révolution n'a attendu les intellectuels ou les théoriciens pour se faire ou pour se déclencher. Les théoriciens font drapeau, ils viennent comme la chouette de Minerve, elle s'envole au crépuscule. Donc ils viennent par après, quand l'événement est passé, pour en dire le sens, s'ils peuvent, et pas beaucoup plus. Et puis j'aurais aimé que, bon, justement, vous deux, vous disiez un mot sur la protection de l'habitude. La protection de l'habitude, donc bon, je suppose qu'on va parler un petit peu peut-être institution. Et voilà, la question plutôt pour Miguel, c'était quand tu disais, il y a des choses qu'il faut, qu'on ne peut pas faire. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas forcément qu'on peut pas les faire, puisque les mecs d'en face disent qu'on peut les faire. Par rapport à ne pas désirer faire, une fois encore, le désir ne me semble pas être quelque chose comme ils le veulent les publicitaires néolibéraux. Le désir n'est pas quelque chose libre et déterritorialisé. Le désir, il dépend toujours des conditions, d'un territoire, d'une histoire, non? Donc, quand ils disent tout est possible, quand les néolibéraux postmodernes disent tout est possible, on peut tout faire, la vérité c'est que non. La vérité c'est que quand tu dis je peux déconstruire le génome d'une plante, mais aussi le génome humain, pour tout changer, les noms que moi je donne n'est pas un nom moral, un nom d'indignation. Moi je dis non, c'est un non parce qu'effectivement, ignorer qu'un système organique a des limites et que le négatif fait partie du système est une erreur qui produit à la destruction. Tu vois, je ne m'oppose pas par question ni esthétique ni morale à l'extension de OGM ou à la manipulation génétique sans aucune limite. Je ne m'oppose pas pour des questions éthiques. Je m'oppose pour des questions déjà biologiques parce que une vision organique signifie une vision intégrée dans laquelle certaines voies sont délétères. Alors,
Par rapport à ça, la question des changements d'habitude, justement. D'abord, je crois quand même qu'il faut comprendre qu'au-delà de toute réflexion un peu métaphysique sur la nature humaine, que les négatifs, les limites, la violence, la déchéance fait partie d'un tout, n'est-ce pas? Fait partie d'un tout. C'est-à-dire que l'idée de que seulement les bons côtés sont nous et les mauvais côtés c'est pas nous, ça c'est une connerie, quoi. Ça c'est une connerie. D'un point de vue même clinique, tu vois, quand quelqu'un vient me voir, il me dit je vais mal. Je dis alors, parce que parfois on va mal, parfois on va bien. Alors il faut quand même s'émanciper de cette idée, de cette société de la performance permanente qui dit il faut aller toujours bien, on a les moyens de vous aller bien, et que vous savez bien comment ça se passe. On devient suspect quand on va mal. Un loser, quelqu'un qui va mal, on ne veut pas les voir, on cache, n'est-ce pas? Et alors on voit tout le monde là en train de courir derrière un idéal de consommation, de bien-être, qui est une saloperie. Alors donc, les changements d'habitude doivent compter avec l'idée de que le négatif fait partie de la chose. On est aussi violent, on crève aussi, on a des méchantes idées, méchants désirs, vous voyez, et c'est un ensemble organique. Alors par rapport au changement d'habitude, il y a les moments de l'effervescence, non? Les groupes en fusion. Il y a des changements de l'effervescence. Ces moments-là, il est très jouissif, on est tous contents, je sais pas quoi. Je me souviens une fois qu'on avait occupé des terrains, et alors avec des paysans, des gens là, on a réussi à s'installer, et on a construit communautairement des maisons, je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, ben, les gens, voilà, ils voulaient vivre dans leur maison, ça y est, on avait gagné, ils voulaient vivre dans leur maison. Et je me souviens des commentaires d'un copain Tupamaro qui maintenant il a mal tourné, Huidobro, qui il était au gouvernement très mal. Bon. Et alors, il était très triste. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es triste, Niato? Et il dit, bon, parce que tu vois, l'élan de lutte est passé. J'ai dit, mais tu comprends, ces gens-là, ils étaient dans la merde, dans la rue, ils voulaient des maisons. Et c'est la même chose qui arrive avec les copains et les copines qui luttent avec les sans-papiers. Ils sont systématiquement très tristes qu'un sans-papier, quand il a les papiers, il s'en va content. Il dit, ben oui, mais tu comprends, c'est-à-dire le mec, il n'a pas de papier, il est dans la merde. Et, alors oui, mais il me traite comme une assistante sociale. Les mecs, vous comprenez? Donc il y a les moments de la lutte dans lesquels on jouit, on est tous contents. Et il faut accepter que cette lutte-là doit cristalliser dans des pratiques moins joyeuses. Je pense que les mouvements des femmes nous montrent ça, c'est-à-dire des pratiques, des combats et des pratiques intensives ont changé la place des femmes et le rôle des hommes dans la société. Bon, très bien. Et bien, ça ne continue pas comme une joie de lutte. Alors on dit, il y a Madame Thatcher. Il dit, ben oui, très bien que Madame Thatcher. C'est très bien qu'il y ait Christina Kirchner. Pourquoi? Eh bien parce que la question ce n'est pas garder l'élan de la joie de la lutte. La question, c'est vraiment changer les structures. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est changer les structures. C'est-à-dire, quand un connard des conservateurs anglais le dit à sa bonne femme, va à la cuisine, la bonne femme le dit, ah ouais, et Thatcher, mon pote. Vous comprenez? Même cette saloperie de Marine Le Pen. Mais vous comprenez qu'est-ce que c'est dans la tête, dans ce qui reste des cerveaux d'un fasciste du Front National, l'effet d'être dirigé par une femme. Ben, quand même, vous voyez, il y a un changement de structure malgré eux. Vous comprenez? Alors donc, il faut différencier la joie de la lutte du changement des structures. Alors, la joie de la lutte, elle est très belle, mais elle est éphémère. Et les changements des structures, ben, c'est tout bêtement, non pas la fête indéfinie, c'est ce qui protège la vie. On doit changer les structures, non pas parce que on est gentil ou parce qu'on est inventif. C'est parce qu'il faut changer les structures pour défendre la vie. Alors, les moments de la lutte, elle est magnifique, mais quand on a changé la structure, bah, voilà, c'est-à-dire il faut accepter que voilà, on n'est pas tous dans la joie. Et ça, savoir avec incorporer les côtés négatifs, vous voyez, voilà. Mais ce que je vais dire sera extrêmement proche. Oui, l'événement insurrectionnel est modificateur. Il est puissamment modificateur. Les gens sont changés, mais presque du tout au tout,
dans un moment d'effervescence insurrectionnelle. On n'aurait pas pu dire la veille qu'ils seraient ce qu'ils sont le lendemain. Voilà. Alors, maintenant, il ne faut pas céder à ce qu'on pourrait appeler le paralogisme du moment insurrectionnel, c'est-à-dire cette idée qui consiste à croire qu'une insurrection, par son effervescence même, est par soi la révolution accomplie. Le moment insurrectionnel, ce qu'il caractérise, c'est l'intensité et la communauté d'affects qui y règnent. Le moment insurrectionnel, c'est un affect commun d'une incroyable puissance, qui modifie les gens, et qui a le pouvoir d'écraser tous les autres affects, et notamment tous ceux qui étaient porteurs de la conflictualité ordinaire du monde social, par mobilisation extrêmement cohérente dans l'adversité, contre un ennemi commun, pour un projet commun, etc. Alors, moi, ma grande préoccupation, c'est de penser le lendemain, le lendemain du lendemain, quoi. C'est-à-dire le retour à la normale. C'est pour ça, encore une fois, moi, par habitus intellectuel, je suis plus près de Bourdieu que des penseurs de l'événement. Même s'il faut penser l'événement, évidemment, je n'en disconviens absolument pas. Et alors là, moi, j'ai trouvé très belle ton expression. Une nouvelle habitude a émergé dans le moment insurrectionnel, il va falloir tenir la nouvelle habitude. C'est une très belle expression. Mais tu vois bien également en quoi elle est caractéristique de ce moment intermédiaire qui va devoir déboucher sur quelque chose d'autre, sauf à régresser. Parce que tenir l'habitude, c'est une formule oxymorique. Une habitude n'est pas quelque chose qu'on a à s'efforcer pour la tenir. L'habitude, par construction, par définition, c'est la manière dont ton corps a été plié et telle qu'il te fait te mouvoir d'une certaine manière déterminée. Donc c'est en deçà ou au-delà, enfin, tu vois, du contrôle conscient du mouvement corporel par l'esprit ou tout ce que tu voudras. Voilà. C'est un régime de désir complètement refait, corporellement engrammé, qu'on n'a plus à tenir puisque précisément il est engrammé. Alors évidemment, c'est comment on prolonge ce moment intermédiaire où d'abord l'habitude est à tenir et comment on la consolide, etc. Je ne peux pas te faire d'autres réponses que celles qui ont été faites tout à l'heure et que Miguel a refaites à sa manière. À savoir, pour moi, c'est une histoire de, si tu veux, c'est une histoire de pratiques inscrites dans des institutions bien agencées. Donc, en quelque sorte, il y a des biotopes institutionnels des habitudes. Et je dirais même des biotopes institutionnels de la vertu, où vertu est à comprendre au sens spinoziste, hein, n'est-ce pas? Non pas au sens séminariste chrétien, tu vois. Il y a des biotopes institutionnels de la vertu, donc ce sont des affaires d'institutions bien agencées, et là apparaît immédiatement le risque institutionnel même, qui est le risque, celui que tu as dit, qui est le risque de la capture. Et de ce point de vue, il faut bien dire les choses, c'est que l'institution est un pharmacone. C'est-à-dire qu'il est aussi bien poison que remède, enfin poison ou élixir, etc. Comme l'État est un pharmacone, et qu'il faut systématiquement penser dans cette ambivalence, et que c'est dans l'espace de cette ambivalence qu'il y a à penser les moyens de tirer le meilleur des institutions, c'est-à-dire de les bien agencer, et en même temps de résister à tous les effets de capture que, oui, elles emportent nécessairement. Mais alors ça, pour le coup, c'est une question de prudence, mais au sens quasiment aristotélicien du terme, c'est-à-dire une question de jugement bien affûté, de jugement bien produit, une question de discernement, et d'une certaine manière, bien agencer les institutions, c'est un art empirique et tout d'exécution.